massacres ont eu lieu entre février et juin 1985. Kalassoum-Nanré, la victime manchot qui s'est présentée ici devant vous, il est le rescapé de massacre de Maïbo. Les 17 personnes, il vous a expliqué, qu'on a sélectionnées après avoir mis tout le village, tous les habitants du village sur la place publique pour soi-disant leur livrer un message du président de la République. Et ensuite, on les a exécutés. Kalassoum-Nanré est rescapé de ces massacres de 17 personnes de Maïbo. À la question de savoir comment il a reconnu le ministre de l'Intérieur, Brahim Itno, il a répondu sans embâche. C'est lui qui s'est présenté. Parce que, Monsieur le Président, Messieurs les juges, c'est une mission que les gens accomplissaient avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de zèle, les visages découverts, parce que personne n'avait peur de rien. Cette mission venait de M. Hissène Habré, qui avait le contrôle de tout, qui était le Dieu sur terre. Donc, plus rien à craindre. Il fallait se présenter. M. Hissène Habré nous a envoyés. Vous devez nous dire où sont les codos. Si vous ne nous dites pas où sont les codos, c'est vous-même qui êtes des codos. Vous qui êtes valides, levez-vous. On les amène à l'extérieur de la ville et on les exécute. Et on se présente, c'est moi, l'envoyé de Hissène Habré. Une archive de la DDS confirme également la présence du ministre de l'Intérieur dans le Logone oriental. C'est la cote D2029/32. M. Ibrahim Itno et son équipe, ils ont installé leur quartier général à Bodo. Et c'est de Bodo qu'ils ratissaient les villages à la recherche d'âmes à exécuter. Il fallait tuer tous les bras valides, incendier les habitations et les greniers. Toujours M. Bandim Bandung, on le cite parce que c'est quelqu'un de l'intérieur qui connaît le système et qui n'a aucun intérêt, Monsieur le Président, Messieurs les juges, à mentir. Bandim Bandung donc dit ceci concernant le massacre de Bodo. Les forces qui étaient là, je cite, les forces qui étaient là-bas les poursuivaient. Arrivés dans les villages, on ne faisait pas la part des choses. Voilà, les villages sont brûlés. Des gens sont arrêtés. Voilà, la situation était insupportable. Un agent de la DDS qui dit la situation était insupportable. Le 27 juillet 1985, un massacre sans précédent, pour emprunter les termes de M. Neldiwa Moromgar devant la chambre ici, devant votre chambre. Un massacre sans précédent s'est déroulé à Ngalo. Il a expliqué que les militaires ont attaché les villageois, ont tiré dessus, puis les ont brûlés. Quelle cruauté! Il y a des gens qui étaient brûlés vifs parce que le coup, la balle ne les a pas achevés. Brûlés vifs. Neldiwa, qui a témoigné devant vous, lui a reçu une balle et a eu la vie sauve parce qu'il s'est fait passer pour mort. Les experts anthropologues argentins ont effectivement identifié les corps de plusieurs victimes de Ngalo et le rapport est dans le dossier. En plus des villages que je viens de citer, plusieurs autres villages dans le Logone occidental et le Logone oriental ont été la cible des militaires pendant la période
Il s'agit de Nabo, Mainkolo, Simai, Sako, Ngasot 1, Ngasot 2, Biri, Kabasi, Nongimala et Wangtayan. Imaginez, Monsieur le Président, Monsieur le Juge, que dans chaque village, il y a au bas mot 15 à 20 personnes exécutées, ces villages brûlés. Revenons maintenant un peu au massacre de Delhi. C'est la parfaite illustration de la détermination de M. Hissène Habré de s'attaquer à la population civile. Pourquoi nous disons cela? Sous prétexte d'une cérémonie de réconciliation des Kodo qui sont pourtant ralliés, désarmés et hors de combat. Hors de combat, Monsieur le Président, parce qu'il s'agissait d'une cérémonie pour les reverser dans l'armée et pour leur donner leur pécule. Et ils avaient été rassemblés dans une ferme agricole. Cette ferme agricole où habitaient des fonctionnaires civils, des cadres civils avec leurs familles. Comment peut-on imaginer, si on ne voulait pas en faire aux populations civiles, comment peut-on imaginer qu'on a l'intention d'aller? Ce n'était pas pour la réconciliation, mais pour s'attaquer aux Kodo, et on les amène dans une ferme agricole où habitent les cadres civils avec leurs familles, femmes et enfants. Et donc ce jour-là, il n'y avait pas seulement les ex-Kodo. L'annonce du gain de 60 000 francs. Nous sommes dans un pays pauvre et à l'époque, la famine faisait rage. L'annonce du gain de 60 000 francs a attiré les habitants du village. Les jeunes étaient venus nombreux à Delhi, à la ferme de Delhi, pour pouvoir bénéficier de ces 60 000 francs. Et c'est en ce moment où les curieux même étaient nombreux, parce que c'était ça la supercherie. Il fallait attirer les gens pour pouvoir les massacrer. Et alors, on ouvre le feu. On tire sur tout ce qui bouge dans la ferme de Delhi et aux alentours. Monsieur Ngaramnodi Domnade, l'un des rescapés qui a déposé ici devant vous, il était l'adjoint chef de la ferme de Delhi. Il a témoigné en ces termes, et je cite, « Nous leur avons fait savoir que nous sommes des agents de l'État. Des agents de l'État régulièrement en poste à la ferme. Nous n'avons rien à voir avec les Kodo. Ils nous disent sèchement, entendez les militaires, que nous tous à la ferme, nous sommes des Kodo. Il n'y a pas de fonctionnaires ici. Donc, ils ont refusé de nous comprendre. Pendant qu'ils étaient en train de parlementer avec nous, les tirs ont commencé. Les tirs ont commencé. Des fonctionnaires qui vous disent, nous, on n'a rien à voir avec les Kodo. Nous sommes dans notre lieu de travail, nous sommes devant nos bureaux. On leur dit non, il n'y a pas de fonctionnaires, vous êtes tous des Kodo. Et M. Domnadier continue, c'est la débandade, parce qu'il tirait de partout. Il tirait de partout. Et il a appelé cela un véritable carnage, pour emprunter toujours les propos de M. Ngaramnodi. Il continue en disant, ils ont tendu un piège au Kodo. Et c'était vraiment un piège, pas seulement au Kodo, mais à toute la population civile de Delhi et des alentours de Delhi qui était venue parce que attirée par le gain de 60 000 francs. Et puis, Monsieur le Président, Messieurs les juges, en quelques heures, 700 personnes, 700 âmes, hommes, femmes, enfants confondus,
M. Ngaramnodji vous a dit que son enfant de 9 ans, un enfant de 9 ans qui est complètement hébété par les tirs courts, on le rafale, on le tue. Un enfant de 9 ans peut être Kodo, peut être allié des Kodo, peut financer les Kodo. Certains employés de la ferme croyaient trouver refuge dans leur bureau. On est allé les abattre dans leur bureau. Dites-nous que là encore, c'est des Kodo qu'on est allé abattre et qu'on ne recherchait pas des cadres sudistes. Dans leur bureau, les 7 agents de la ferme ont été abattus. Ngaramnodji et son collègue ont eu la vie sauve parce qu'ils ont eu la chance de s'échapper par la fenêtre. Monsieur Hissène Habré, nous ne le répéterons jamais assez, était totalement informé de tout ce qui se passait, spécialement cette cérémonie. Il était informé parce qu'on a des preuves, Monsieur le Président, Messieurs les juges. Une délégation officielle avait visité la ferme. Et cette délégation, le 27 août 1984, a envoyé un message au président de la République. Parce que, comme Maître Moudena le disait, M. Hissène Habré contrôlait tout. Il devait être au courant de tout. On devait se référer à lui pour tout. Et donc, un message lui a été envoyé par la commission qui était dans les 2 Logone pour lui demander, et je cite, de toucher les autorités militaires. Ça, c'est les termes du message. Toucher les autorités militaires comme chef, de faire venir l'équipe de paix et de recensement. Cette fiche se trouve à la cote D2025-70. Monsieur le Président, Messieurs les juges, ces répressions étaient planifiées au plus haut niveau de l'État. Ils étaient planifiés au plus haut niveau de l'État et portaient la marque de la terreur. Rien n'était simple. Et rien n'était laissé au hasard. Il fallait que la terreur soit à son comble. Et la question de la responsabilité de Hissène Habré est plausible. Plusieurs éléments déjà portés à votre attention et d'autres que je porte maintenant prouvent qu'il est vraiment le seul responsable. Parce que si on s'hasarde peut-être à dire que ces massacres sont perpétrés par les militaires de la garde présidentielle ou autres services, tous ces services sont placés sous son autorité. Les forces armées nationales, la garde présidentielle, la sécurité présidentielle, comme bien retracé dans l'image qui est là-bas, c'est Hissène Habré au centre. Tout se passait sous son autorité. Il était le point central. Il donne des ordres, les ordres sont exécutés, on lui rend compte, et il donne des ordres, il contrôle, il fait tout. La défense en fera son chou gras. Mais de la même façon que M. Idriss Déby, l'actuel président du Tchad, chef d'état-major de l'époque des faits, ait dirigé ces massacres, ne change absolument rien en ce qui concerne également la responsabilité de M. Hissène Habré. Ça ne change absolument rien en ce qui concerne sa responsabilité directe ou en sa qualité de supérieur
hiérarchique. De la même façon, quels que soient les responsables de toute mission et opération, la responsabilité directe ou hiérarchique de M. Hissène Habré reste totalement engagée. Qui plus est, son absence à N'Djamena pour une petite dizaine de jours entre le 29 août et le 10 septembre 1984 ne peut pas justifier son ignorance de tous ces faits. Et mon confrère l'a bien développé. Ça ne peut pas l'exonérer de sa responsabilité. M. Hissène Habré ne peut pas arguer qu'il n'était pas au courant de ces atrocités. D'autant plus que ce fameux Mahamat Fadil, lui, il ne s'en cache pas. Il affirme, à qui veut l'entendre, qu'il dépend directement de M. Hissène Habré. Et ça, il le dit même à ses collaborateurs, comme pour s'en glorifier. Lors de l'arrestation de Mme Mandjere, le préfet intérimaire de SAR a voulu intervenir. Il lui a retorqué qu'il dépendait directement de M. Hissène Habré et qu'il n'avait rien à faire à un préfet, qui qu'il soit. Comme on l'a déjà dit, le fait qu'il détienne une liste de personnes à éliminer est une preuve palpable. Et il se basait, parce que la DDS était partout, il se basait sur une toile de renseignement qui lui faisait remonter les informations. Parce que vous arrivez quelque part, on vous dit que monsieur Dr Ndem est à la Sonasud, il faut que quelqu'un vous le dise. Les renseignements étaient tissés de telle sorte que la DDS savait où se trouvaient les gens qu'il cherchait, quand on pouvait les prendre, et on allait les prendre partout. M. Hissène Habré était, par exemple, parfaitement informé des exactions à SAR, et nous avons un rapport mensuel en date du 31 octobre 1984, côté D 20-25-58, par lequel le chef de la DDS du Moyen-Chari informe le directeur de la DDS à N'Djamena de la situation sécuritaire à SAR et lui indique que des militaires commettaient des exactions à SAR. Si le directeur de la DDS est informé, M. Hissène Habré est automatiquement au courant. Rappelez-vous, Monsieur le Président, Messieurs les juges, la DDS, c'est les oreilles et les yeux de M. Hissène Habré. Et la relation ici est claire. Quand vous voyez le directeur de la DDS, il reçoit des ordres et il rend compte. Et il le fait d'une manière journalière. Les massacres au sud du Tchad étaient connus aussi internationalement. Il existe dans votre dossier des coupures de presse qui montrent que la communauté internationale s'était préoccupée de la situation au sud du Tchad. Le Monde Hebdo du 26 octobre 1984, par exemple, dit ceci, et je cite: « À SAR, où le couvre-feu officiel est fixé à minuit, plus personne ne sort dans les rues à la tombée de la nuit, de peur d'être victime d'une balle perdue tirée par les éléments d'une patrouille fente. De plus, les autorités administratives, préfets, sous-préfets et chefs de canton sont relevés de leurs fonctions et remplacés par des militaires. Certains fonctionnaires disparaissent mystérieusement. Les cadres sudistes rapportent plusieurs témoins sont systématiquement persécutés, comme à Bébidja,
où 80 personnes, dont plusieurs cadres de l'Office national du développement rural, auraient été exécutés, ou à Banda, où 7 responsables de la SONASUD, Société nationale sucrière du Tchad, auraient été fusillés. Des témoins affirment avoir découvert des charniers de plusieurs dizaines de corps dans la région de Sarre, ville où la répression a été confiée à une personnalité de sinistre réputation, M. Mamad Fadil, ancien directeur de la sûreté. Ce Mamad Fadil qui se réclame répondre directement de M. Hissène Habré. Et je continue sur la presse internationale. Lors d'une conférence de presse que M. Hissène Habré a accordée à Europe 1, il lui a été posé une question sur la question des massacres du Sud. Et M. Hissène Habré répond ceci. Il y a bien sûr dans cette situation des gens qui ont été arrêtés, qui sont emprisonnés pour avoir entretenu des complicités avec les fauteurs de guerre. Et ceux-là resteront en prison, passeront devant les tribunaux et seront jugés en bonne et due forme. Mais Monsieur le Président, Messieurs les juges, aucune de ces personnes arrêtées arbitrairement n'a été présentée à un juge. La plupart a été exécutée sommairement ou est mort en détention. On n'entre pas dans la prison de la DDS pour en sortir vivant. On déclaré plusieurs témoins qui se sont succédés ici, devant vous. On n'entre pas dans la prison de la DDS pour en sortir vivant. Toutes les victimes également qui se sont succédées ici, et nous l'avons aussi dit, ont confirmé n'avoir jamais été présentées à un juge. Non seulement M. Hissène Habré était informé, mais cela se passait en toute impunité. M. Hissène Habré n'a rien fait pour arrêter les massacres au sud du Tchad et désamorcer la crise. L'exécution, Monsieur le Président, Messieurs les juges, des 2 individus supposés responsables des exactions en Ngalo est tout simplement un bluff. Par contre, les auteurs bien connus des massacres au sud, des exactions au sud, sont protégés. Mamad Fadil, Zakaria Berdey, Ahmed Dari, personne n'a été inquiété. Et M. Hissène Habré savait qu'il commettait ces exactions parce que c'est lui qui les a envoyés. Après 1982, la situation sociopolitique continuait à se détériorer dans tout le Tchad. Les violations des droits humains allaient crescendo. La vie humaine était complètement dévalorisée et la société déshumanisée. L'atmosphère était lourde. La peur, Monsieur le Président, Messieurs les juges, la peur était partout. La peur d'être dénoncé, la peur d'être arrêté, la peur d'être torturé, la peur d'être exécuté, la peur de disparaître de cette planète Terre. Les gens ont peur, la population a peur. À cette époque-là, la vie tenait à 2 maîtres mots, exil ou résignation. Exil ou résignation. Mais pourquoi les gens avaient-ils peur? Pourquoi tant de peur? Une éminente personne qui a comparu ici en tant que témoin, quand vous avez, avec insistance, voulu savoir pourquoi il y avait la peur, c'est comme s'il avait encore peur. Il vous a tout simplement dit,
la répression. Il ne voulait même pas sortir le mot. Il vous a dit la répression. Entre 1982 et 1990, le régime de M. Hissène Habré éliminait toute opposition politique supposée ou vraie. Il utilisait d'une manière systématique la torture, que ce soit la torture physique ou morale, à l'encontre de toute personne arrêtée, détenue par la DDS, tous sexes confondus, adultes et enfants, et sur les femmes enceintes. Ces personnes ont subi des conditions inhumaines de détention. Les viols, les abus sexuels dans les lieux de détention étaient quasiment systématiques. Et même, Monsieur le Président, Messieurs les juges, si l'atteinte à la sûreté de l'État est alléguée dans certains cas, rien ne justifie la torture, les traitements inhumains et les disparitions. Bandim Bandoum, cet ancien agent de la DDS, reconnaît, Monsieur le Président, que les tortures étaient obligatoires. Les tortures à la DDS étaient obligatoires. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes arrêté, on devait vous torturer. C'était obligatoire. Et il le dit en ces termes. Les interrogatoires et les tortures étaient systématiques. C'était quelque chose qui était obligatoire. Même si la personne reconnaissait les faits, le directeur demandait plus de clarification et donc demandait à ce que les officiers qui interrogent utilisent la torture pour pouvoir obtenir plus d'aveux. Ce sont des choses qui étaient réelles au sein de la DDS. Ça, c'est M. Bandim Bandoum qui le dit. La pratique de la torture était systématique et bien organisée. Les tortionnaires, principalement ceux qui sont là autour de M. Hissène Habré, recevaient des instructions précises de lui-même, directement, ou par le biais du directeur de la DDS. C'était, comme le disait Maître Oudénan, de la paranoïa. M. Hissène Habré voyait le mal partout, des ennemis à abattre partout. Il y avait des commissions dites d'interrogatoire serrées. Et c'est toujours les agents de la DDS qui le disent. Et qui le disent à Maître Mamata Sanabakar, président de la commission d'enquête nationale. Et pour les interrogatoires serrés, c'est M. Yaldé Samuel qui l'affirme. Mais M. Bandim Bandoum l'a aussi reconnu devant vous ici que les interrogatoires serrés se faisaient au sein de la DDS. Et tenez-vous bien, même les alliés de M. Hissène Habré n'étaient pas épargnés. Quand ils sont pris, ils sont passés à la même casserole. Hassan Diamous, chef d'état-major des Fentes, le commandant Galiam, Brahim Itno, ministre de l'Intérieur, Gali Goté, son directeur de cabinet, ils n'ont pas échappé quand ils étaient arrêtés. La torture était obligatoire, systématique. Beaucoup des experts et les témoins de contexte ont également témoigné de la systématisation de la torture dans les geôles de la DDS sous le règne de Hissène Habré. Monsieur Josué Doumassem Ngarndi-Grand, qui a comparé aussi devant vous, est l'une des personnes arrêtées dans l'affaire des tracts alors qu'il n'y était même pas mêlé. Il a témoigné qu'il a été torturé à l'Arbatacha. Mon confrère vous disait que c'est l'une des formes de torture savamment inventée par Hissène Habré et ses sbires, mais la plus répandue. Toutes les personnes arrêtées à la DDS
quand vous leur posez la question, ceux qui ont comparu ici devant vous commencent à dire « j'ai été arrêté, j'ai été attaché à l'Arba Tachar ». Monsieur Doumassoum est la personne qui a soigneusement dessiné toutes les formes de torture que vous trouvez dans le rapport de la Commission nationale d'enquête. Les formes de torture sont légion. Il y en a tellement. Et elles rivalisent de cruauté. Et les tortionnaires de la DDS également rivalisent dans leur utilisation. À qui utilisera le plus grand nombre de formes de torture sur une personne? Je vais en citer quelques-uns très rapidement. Il y a l'ingurgitation forcée d'eau, l'immersion dans le fleuve, le supplice de peau de chapement, le supplice des baguettes, le supplice du piment, la flagellation, les décharges électriques sur les parties intimes, l'extraction des ongles, les violences sexuelles, les brûlures, la pulvérisation de gaz et d'insecticides dans les yeux, les exécutions simulées, l'enfermement collectif ou individuel avec des cadavres et la diète noire. La diète noire, Monsieur le Président, était également une forme de torture la plus répandue. Plusieurs victimes ici devant vous ont affirmé avoir été gardées pendant des jours sans boire ni manger. Toujours sur la question de la torture, on a de nombreuses archives de la DDS qui évoquent ouvertement la torture, ce qui prouve encore que la pratique en est vraiment systématique. Dans une lettre adressée au directeur de la DDS, il est écrit ceci: « C'est en le contraignant à révéler certaines vérités qu'il a trouvé la mort. » Cette phrase, vous le trouvez dans un procès verbal d'audition de la DDS du 30 août 1986. Dans un autre procès verbal d'interrogatoire de la DDS, il est écrit ceci: « Le prévenu n'a reconnu certains faits qui lui sont reprochés qu'en dernière position, après lui avoir infligé une correction physique. » Un autre procès verbal encore du 1er août 1986 précise: « Le prévenu persiste à maintenir sa première déposition malgré l'interrogatoire serré à laquelle nous l'avons soumise. » Et ça, c'est un PV du 1er août 1986. Tous ces procès-verbaux sont cités dans le livre « La plaine de mort » qui figure dans le dossier. Il y a également une fiche de la DDS à l'attention du président, côté D38 à 191, qui résume les interrogatoires de plusieurs Ahawa. Et il dit ceci, je cite: « Des interrogatoires serrés auxquels il a été procédé, tous les prévenus ont fait à l'unanimité preuve d'une très mauvaise volonté et d'une malhonnêteté. À cet effet, certains déclarent sans détour n'être au courant de rien du tout, d'autres par contre manquent du sang-froid, demandent plutôt qu'on mette fin à leur vie. » Il n'y a pas de doute que la torture avait droit de citer sous le règne de Hissène Habré, était systématique, était obligatoire. Les conditions de détention en elles-mêmes constituaient également une forme de torture. On vous a décrit ici l'insalubrité, l'absence de toilettes, les détenus qui vivaient dans leurs déchets, envahis par des milliers d'insectes, le surpeuplement. Dans une petite cellule, on met des dizaines de personnes entassées les uns sur les autres.
Une cellule, la cellule C, dite cellule des morts, retient particulièrement l'attention et a été même une fois fermée à l'aide d'une voiture parce que tellement il y avait des gens à l'intérieur que la porte ne se fermait pas. Il a fallu que Abba Moussa prenne la voiture, fasse marche arrière pour pouvoir fermer cette porte. Et imaginez, est-ce qu'une personne peut sortir vivante de cette cellule après cet exercice? Pas du tout. Les détenus étaient obligés de cohabiter avec les cadavres. Il n'y avait pas d'eau, insuffisamment, pas de nourriture. La nourriture était avariée, mal cuite, dans des fûts rouillés. Et Hissène Robert Gambier nous a dit, c'est du poison, ça tue. La nourriture que Hissène Habré donnait à ses détenus, c'était pour les tuer, c'est du poison, ça tue. Pour Younous Madir, l'une des personnes détenues qui a également déposé devant vous ici, a affirmé que l'absence de nourriture est la pire des tortures. Les détenus de Hissène Habré n'avaient pas droit aux soins. Ils vivaient dans leurs déchets, cohabitaient avec des asticots, des mouches, des cafards, des moustiques. Et ils étaient vulnérables à toutes sortes de maladies, mais pas de soins. Saharia et Alifa, qui ont déposé devant vous ici, ont dit qu'ils n'avaient pas les médicaments. Ils étaient impuissants devant les détenus qui étaient malades. Donc, quand vous êtes dans les geôles de Hissène Habré, la mort est sûre, mais elle arrive lentement. Et cette attente est atroce. Docteur Hélène Jaffé, présidente de l'Association pour les victimes de répression en exil, basée en France, a examiné en 1991, de 1991 à 1996, 571 victimes de torture du régime de Hissène Habré. Elle a déclaré lors de son audition devant votre chambre que la torture est le surnom de la cruauté. Elle s'applique à l'essence même de l'individu qui n'en guérit jamais. On ne guérit jamais de la torture. La torture torture longtemps parce qu'il y a des séquelles. La torture torture longtemps parce qu'elle est présente dans la tête. Vous avez vu défiler devant vous ici des personnes qui étaient complètement amochées, des personnes qui étaient complètement traumatisées. Robert Hissène Gambier est devenu malentendant parce qu'il a subi le supplice des baguettes qu'il vous a démontré ici. Il a fallu qu'on crie dans ses yeux, dans ses oreilles, pour qu'il puisse répondre à vos questions. Mais la pratique de la torture est la pratique qui a engendré un climat de peur, un climat de terreur au sein de la population tchadienne. Il fallait faire peur, boucler les gens dans le silence pour mieux sévir. Si on utilisait cette pratique, c'était pour faire peur, une sorte de domination, une sorte de terreur, a déclaré M. Bandim Bandoum devant votre juridiction. Monsieur le Président, Messieurs les juges, les femmes arrêtées et détenues ont été torturées, ont été violées, ont subi des conditions de détention aussi difficiles que les hommes, sans qu'aucune attention particulière ne soit portée quant à leur état de santé et de grossesse. Plusieurs ont été exécutés. Monsieur Hissène Habré n'a pas hésité. Il n'a pas du tout hésité à déporter des femmes dans le désert tchadien.
pour servir d'esclaves sexuels à ses militaires. Plusieurs de ces femmes détenues ont témoigné devant vous, et je vais en citer quelques-unes. Fatime Hachim Saleh. Elle était enceinte de 7 mois lorsqu'elle a été torturée par immersion dans l'eau, tabassée et brûlée avec des bûchettes d'allumettes durant son interrogatoire. Elle était enceinte de 7 mois. Elle a fini par accoucher en prison sans aucune assistance et son enfant y est décédé. Son mari, qui était arrêté en même temps qu'elle, portait disparu jusqu'aujourd'hui. Vous l'avez vu verser des chaudes larmes ici devant vous. Ginette Ngarbay, également enceinte quand elle était arrêtée. Elle a raconté une semaine de calvaire où chaque jour, Issa Arway, le fameux Issa Arway, toutes les victimes le connaissent. Issa Arway l'enlevait chaque jour pour l'amener, pour être torturée et violée. Elle a accouché dans les locaux sans aucune assistance. Elle l'a expliqué ici en audience. Quand un confrère lui a posé la question de savoir si elle était assistée quand elle avait accouché, elle a répondu c'est ceci. Non. Quelle assistance? Cette prison, on te met là pour que tu meurs. Qui va t'assister? On te met là pour que tu meurs. Qui va t'assister? Je ne sais pas si on se représente un peu cela. Une femme qui accouche dans une cellule sans assistance aucune. L'enfant sort. On cherche un objet tranchant sur la poubelle pour couper le cordon ombilical. Le sang partout. La femme n'a qu'un seul pain. L'enfant est obligé de se coucher. Le bébé est parmi les asticots, les mouches. Ce n'est pas de ce monde. Ce n'est pas possible. Mais M. Hissène Habré l'a fait. M. Hissène Habré a créé expressément des conditions de détention inhumaines parce que personne ne devait sortir vivant de ces geôles. Bandim Bandoum toujours et M. Alifa Gaston, Saria Asnegué ont confirmé devant vous qu'il y a eu même des naissances d'enfants dans la prison. Et la particulier de ces naissances dont il parle, c'est que cette pauvre dame, Bila Amit, a été obligée de nommer son enfant Abakar Torb. Monsieur le Président, quelle forme de torture! Vous obligez à nommer votre enfant du nom de votre tortionnaire. C'était pour imprimer d'une manière indélébile dans la tête de cette femme que Abakar Torbo est son tortionnaire. Elle n'a pas survécu. On ne survit pas à ce genre de choses. Fatime Sakin. Elle a été torturée à la DDS devant Saleh Younous. Saleh Younous, le directeur, le premier directeur de M. Hissène Habré, qui lui rend compte régulièrement, journalièrement. Fatime Sakin a été torturée devant lui. Elle vous dit qu'elle était attachée sur une chaise et a subi des décharges électriques. Elle s'évanouissait. Elle était violée. On l'avait surnommée Madame Saleh Younous. Rose Lokissim et Adjo
Mokhtar, Rose Lokissim, cette brave dame. Pour la punir avant de l'exécuter, on l'a envoyée en cellule C. Et comme elle n'a pas succombé, il fallait aller l'exécuter. Plusieurs détenus ont été sommairement exécutés en détention, détenus femmes, je veux dire. On a parlé de Didja, de Doudja, de Nadji Matoui, de Rose Lokissim, de Kaltouma, de Kouessé, de Kadidja. Et Monsieur le Président, la cruauté n'a pas de limite. Cette histoire de pelle et de pioche dans les geôles de M. Hissène Habré, vous devez savoir que vous allez mourir. Les détenus devaient savoir qu'ils sont là pour mourir. Et M. Abba Moussa, M. Abakar Torbo, s'y livraient à cœur joie. Les pelles et les pioches qui devaient servir à votre enterrement étaient là, exposées tous les jours. Et vous devriez les voir. Et au mieux, quand on va exécuter, on vient, on jette pour que vous attendiez votre tour. Hawa Brahim, cette petite fille de 14 ans, Monsieur le Président, arrêtée à son domicile par Mamatou Akai, gardée au commissariat pendant 2 ans. Elle vous a dit, j'étais devenue la risée de tout le monde. Une petite fille de 14 ans dans un commissariat. Hawa Brahim nous raconte ceci à propos des exécutions. Elle dit, et je le cite, « Un jour, Kadidja se sentait mal. Abba Moussa et Abakar Torbo étaient venus. Ils l'ont annoncé qu'elle était déjà libérée. Elle a applaudi. On m'a déjà libérée. Au revoir à vous. Quand elle est sortie pour embarquer à bord du véhicule, elle a vu qu'il y avait une pelle et une pioche. On l'a vue courir vers nous. Et elle a dit, mes sœurs, moi, on m'amène pour m'exécuter. Et c'est là qu'on l'a amenée. On n'a plus eu de ses nouvelles. Elle était exécutée. Le régime de Hissène Habré a usé de toutes les formes de violence caractéristiques des régimes de terreur. Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, torture, violence sexuelle. Les femmes étaient violées de manière systématique en détention, comme l'a expliqué Ginette Ngarbay. Les séances de torture accompagnaient les viols. Adjemirami Ali a confirmé que les violences sexuelles avaient lieu dans les prisons et dans les locaux. Ça a déjà été abordé. D'autres témoins ont également confirmé devant vous ces viols en détention. Garba Akai, l'un des fossoyeurs, a déclaré concernant une détenue du nom Madina. Il dit ceci. Abakar Torbo venait, taquinait Madina. Je l'avais vu. On lui avait introduit un câble électrique au niveau de ses parties intimes. Président, les femmes qui ont défilé devant vous ne représentent pas l'ampleur subie des violences sexuelles. Docteur Hélène Jaffé, qui les a examinées, a précisé devant vous ici que parmi les Tchadiennes, il y a beaucoup plus de violences sexuelles. Peut-être préfèrent-elles garder le silence. Beaucoup ont effectivement préféré garder le silence. Maître, c'est juste pour vous rappeler qu'à 17h30, nous arrêtons les débats et qu'il n'y aura pas 1 minute de plus
parce que, comme je l'ai rappelé, pour l'équité des débats, chacun devra observer minutieusement le temps qui est réparti, qui aussi est imparti à sa partie de plaidoirie. Je finis bientôt, Monsieur le Président. Devant vous, 4 femmes ont été entendues. Malgré la douleur, la pression culturelle et religieuse, elles ont bravé la honte et ont eu le courage de témoigner devant vous de l'horreur de la cruauté qu'elles ont subie. Kaltouma Defala, Hawa Brahim, Adje Merami, Khadija Zidane ont brisé le tabou. Mais, Monsieur le Président, ce tabou a déjà été brisé par M. Hissène Habré lui-même, président de la République, qui avait le devoir de protéger ces femmes. À ces femmes, je leur dis, par votre courage, votre refus de la résignation, votre altruisme, vous envoyez un message fort aux Tchadiens, aux Africains et au monde entier, pour qu'aucune femme, dans aucune circonstance, ne soit plus chosifiée, déshumanisée, déportée pour servir d'esclaves sexuels ou d'objets sexuels. Vous avez été les porte-voix de Adje Fatime Youssouf, Azina Sako, Adje Mabrouka, Abakar, Mariam Bakit, Augustine Bokor, Kaltouma Elikoussou, Nelmel Antoinette, mortes après leur déportation. Ces femmes sont des héroïnes de la cause des femmes, des héroïnes de la justice, des héroïnes de la lutte contre l'impunité. Kaltouma Defala a déclaré avec beaucoup d'élégance et d'humanisme devant vous ici, quand on lui a posé la question de savoir quels étaient ses sentiments. Elle a dit « Je n'ai pas de haine. Quand je vois ce grand monsieur incapable de piper un mot devant moi qu'il a transformé en objet, j'ai plus de haine. Je suis fière. Oui, ces femmes devraient être fières. Vous devriez toutes, à l'unisson, dire plus jamais ça dans notre Tchad. Certains d'entre elles ont parlé du tabou, de la honte à parler des sévices sexuels. Mais il est temps aujourd'hui que la honte change de camp. La honte est dans le camp de M. Hissène Habré. Leurs témoignages se corroborent et sont appuyés par les documents de la DDS et d'autres témoignages. Il ne fait aucun doute que M. Hissène Habré connaissait le sort qui leur était réservé. Il était au courant de leur arrestation et déportation. Cette déportation qui a eu lieu en 2 phases. Un groupe de femmes a été déporté à Kalaït et un autre à Ouadjidoum. Les femmes déportées là-bas, l'objectif était clairement défini. C'était pour servir d'objet sexuel aux militaires. Cette déportation est confirmée par Romain Gadibati, ancien mécanicien de l'armée de l'air, qui, lors d'un voyage à Kalaït, a vu ces femmes prisonnières et dit qu'elles étaient toutes apeurées et ne pouvaient pas répondre à ces questions. Hawa Brahim et Azina Sako étaient 2 petites filles qui étaient avec leur maman. Imaginez la douleur des mamans qui étaient impuissantes devant leurs enfants qu'on enlevait quotidiennement pour aller violer. Hawa Brahim a déclaré ceci: à Ouadjidoum, la mort était encore préférable et je ne peux pas vous raconter tout ce qui s'était passé. Mais comme d'habitude, Monsieur le Président, Messieurs les juges, les avocats de la défense ont considéré que la beauté des victimes avait provoqué le viol, que d'ailleurs, et je les cite, pour des impératifs de sécurité et d'ordre public, ces femmes étaient déportées. Mais c'est des assertions simplement honteuses et lamentables. On ne peut pas ridiculiser ces femmes qui ont subi des pires formes de torture, qui ont subi ces violences sexuelles-là.
On évoque aussi le besoin sexuel pour qualifier tout cela, mais je le redis, c'est tout simplement honteux. Et ces femmes, comme je le disais, sont des héroïnes. Mais Monsieur le Président, je finirai par là. Les répressions au sud du Tchad se sont passées. Mais ironie du sort, Monsieur le Président, Messieurs les juges, Hissène Habré va se retourner aussi contre ses alliés d'hier, ceux-là même qui lui ont prêté main forte pour réprimer les populations au sud du Tchad. Et ils vont subir le même sort. Il s'agit notamment des Adjaraï et des Ahawa. Et le cas de ces deux ethnies va être traité par mon confrère Maître Soulgan. Pour ma part, j'ai ainsi plaidé. Merci. Bien, je vous remercie, Maître. En fait, je voudrais rappeler qu'il y a un temps qui est réparti à chaque équipe. Maître n'était pas obligé de terminer aujourd'hui. Il aurait pu continuer demain, mais l'heure que nous avons arrêtée, ou les heures que nous avons arrêtées resteront les mêmes pour pouvoir contrôler effectivement cette équité du procès. Sinon, je n'obligeais pas Maître à pouvoir achever ses... Je vous remercie. Pour la journée d'aujourd'hui, nous terminons, nous suspendons à 17h30 et nous reprendrons le procès, le cours de procès avec les plaidoiries à partir de demain à 9h. Je vous remercie.